c'est que depuis 35 ballets qu'il est parti, dès que quelqu'un apprend que je suis son frangin, il vient me parler de lui. Pas de lui de verre, de lui, boulanger, pompier, pâtissier, entrepreneur, chef de banquier et ainsi de suite. Les gens se racontent à travers lui. Il nous a laissé, il a laissé tout son public, il a laissé tous ces gens qui se sont reconnus, qui se sont identifiés à lui. Il a laissé toute cette époque qu'il représentait, qu'il était en charge de représenter, c'est-à-dire les 30 Glorieuses, c'est-à-dire le premier choc pétrolier, l'apparition du chômage de masse. Né Patrick Jean-Marie Henri Bourdeau le 26 janvier 1947, il est le troisième enfant d'une famille qui en compte 6. Il fait partie d'une famille d'artistes et tient des rôles dès son plus jeune âge sous le nom de Patrick Morin, le nom de sa mère. Ouais, on est dans une famille d'acteurs, on a cette vocation, on a cette position qui nous a été donnée par une grande bonne femme. Une bonne femme, c'est-à-dire pas un bonhomme, une bonne femme qui, si elle avait été un bonhomme, aurait eu la Légion d'honneur pour tout ce qu'elle avait créé, cette entreprise familiale avec toutes ses conséquences nationales. Menant une carrière à la télévision, il se fait remarquer par René Clément. C'est avec Jean de la Tour Miracle où il tient le rôle principal qu'il est révélé. Mais des nouvelles rencontres vont l'amener à tout remettre en question. La première fois que je l'ai vu, il venait voir un spectacle dont j'étais régisseur et qui était une pièce de Rufus qu'avait mis Higelin en scène, que Higelin avait mise en scène. Et il est venu avec Elisabeth Vienner, avec qui il était à l'époque. Comme j'étais une vieille copine à moi, on a été au bistrot après, puis on a parlé. Et au cours de cette rencontre, nous avons décidé de nous marier, alors qu'on ne se connaissait pas. Mais tout à fait, sans sentiment, sans rien. C'était juste un contrat, une entente tacite. C'est-à-dire, lui, c'était pour pas être harcelé. Et moi, c'est parce que j'avais juré de jamais me marier. Donc, ça me paraissait très bien. Comme ça, j'aurais pu le faire. Il m'a demandé d'être le témoin de son mariage. On est arrivé à l'heure. Quand le maire nous a vus arriver, il a pensé que c'était nous les mariés, hein, parce qu'on était bien habillés. Et puis après, arrivaient Patrick et Sota, mais habillés n'importe comment, vraiment, il faisait sa part sur la jambe. Et donc le maire nous a installés. Mais je dis, c'est pas nous les mariés, c'est les autres, ceux qui viennent d'arriver en retard là. Sota et Patrick se sont rencontrés en 68-69. J'avais 6 ans, donc il n'a pas eu le choix de me rencontrer. J'étais là. Patrick s'est occupé de moi comme un père l'aurait fait à l'époque, puisque moi je n'avais pas de papa. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, vraiment, au niveau théâtristique. Moi j'ai plein de premières fois avec lui. Mon premier gadin en moto, c'était avec lui. Je devais avoir 7-8 ans. Donc ma première scène... Et il est tombé sur un gars qui remettait en question tous ces principes qui nous poussent à accepter d'être à la place qu'on nous détermine. Et ce gars, c'était un mec super, un philosophe qui s'appelle Romain Bouteille. Et l'idée de Coluche, c'était de faire un théâtre d'une manière qui n'a jamais existé. Voilà. Alors, moi, je ne voulais pas devenir directeur de théâtre, mais j'ai imposé des règles, c'est-à-dire l'absence de directeur. Il fallait donc que ce soit une anarchie. Il a trouvé le lieu où sa révolte pouvait être efficiente, efficace, puisqu'ils ont inventé le café-théâtre. Et le café-théâtre, à l'époque, c'était une manière de résister au système. Il devient en 1967 pensionnaire du Café de la Gare avec Coluche, Romain Bouteille, Sota et Miu Miu. Il change alors de nom. Il devient Devers, qui signifie en flamand. Des années plus tard, Sota vit toujours au Café de la Gare. Philippe n'est pas loin. Pas Brigitte ? Oui. Oh, ben alors, on va tomber là. Plus précisément à quelques mètres de la scène. Chacun amenait des textes et donc on arrivait à avoir des spectacles qui ressemblaient à rien de ce qu'on connaissait avant. En 3 semaines,
Ça a commencé à se remplir, mais à se remplir, à se remplir. Le spectacle, il commençait vers 10h, il finissait vers 2h du matin. Il n'y avait qu'un spectacle et c'était le public, c'était après 68, le public, il était là, quoi. Même sans pub, sans rien, sans médias. Il est arrivé là, il était un des plus professionnels de ceux qui étaient là. Au contact de Romain, il s'est découvert, quoi, dans tout ce qu'il faisait. À cette époque, un acteur très, très, très drôle. Romain trouvait qu'il jouait trop bien. On l'a cassé un petit peu pour qu'il trouve sa personnalité à lui, quoi. Il y avait une fantaisie très, très personnelle que j'ai jamais vue chez quelqu'un d'autre. Il faisait des blagues complètement abstraites. Et il y avait en gros pas que moi que ça faisait rire, mais je veux dire, on était vraiment sur la même longueur d'onde, quoi. Avec Sotta, il écrivait. Et ça, trouver un sketch subtil, trouver une bonne blague qui dure 5 minutes, c'est un métier. Et Sotta l'avait très très fort, et lui aussi. Enfin, c'était un 9e de l'équipe, mais un des 4 9e principaux, quoi. Petit à petit, Patrick, il a eu envie d'autre chose. Il est parti, donc il a fait des castings, comme tout le monde, comme Miu Miu, comme Coluche qui est tombé sur le Derman. Le cinéma lui ouvre une première porte en 1970 avec Les Mariés de l'an 2 de Jean-Paul Rapneau. Nicolas Philibert traverse évidemment voit tous les strates de la Révolution française. Dans cette histoire, à la fin, il croisait un groupe de jeunes conscrits, et notamment 3 principaux. À l'époque, venait d'exploser, de rayonner le Café de la Gare, où tout le monde parlait de cela. En tout cas, celui qui était derrière Montparnasse, dont j'étais là un soir, et en sortant, il dit, alors, c'est pas la peine de chercher plus loin, ils sont tous extraordinaires, il faut prendre ces gars-là. Déjà, il y en a un, avec ses moustaches, qui est beau, c'était Patrick Devers, moi. Et un autre qui est tellement drôle, c'est Coluche. Voilà, alors là, il faut Coluche. Donc, à un moment donné, voilà, on avait trouvé les 3 conscrits, c'était Depardieu, Coluche et Devers. Et le seul qui finalement est resté dans le groupe, c'est Patrick Devers. Voilà. Et c'est lui qui, dans cette scène-là, le premier qui, sur la route, alors que Belmondo marche avec son bâton sur l'épaule, je crois, hein, le rattrape et lui dit « Eh ben, oh là, oh là !» Ouais, l'ami, doucement, facilite. Ça fait la route à cheval, mais nous, ça fait 10 jours qu'on marche. Vous allez où? Saverne. C'est là qu'on se bat? Qui paraît, ouais. Vous êtes volontaire? Et comment? Pas toi? J'ai travaillé ensuite assez longtemps sur un film que je voulais faire avec lui. Je me disais, au fond, ça n'a rien à voir, mais peut-être à cause de sa beauté naturelle, l'œil qui frise et tout. Je me disais, mais au fond, on tient d'une autre manière une sorte de Gérard Philippe. Il faut qu'il devienne... c'est notre jeune homme, c'est notre jeune homme. Et je crois que c'est l'année qui a suivi où effectivement, Bertrand Blier, lui aussi à la recherche des 2 meilleurs de l'époque, a pris Depardieu et Devers pour Les Valseuses. Ouais. Les Valseuses, c'était un roman de Bertrand Blier, et c'est Bertrand Blier qui réalise lui-même le film. Un phénomène qui est venu juste au moment où il fallait, de liberté, des libertés d'expression, etc. Parce que le film, il existait en livre avant, et le propos était aussi bien, même peut-être beaucoup mieux raconté dans le livre. Mais Patrick n'avait pas un spécialement bon souvenir de ça. Blier n'a rien d'un sale gosse. Ils l'ont vraiment fait chier pendant le tournage. Moi, j'ai plein de copains qui ont été sur ce tournage, soit ingénieurs du son, soit ci, cela. C'était épouvantable. L'ambiance, c'était très, très dur de faire un film avec ça, quoi. J'ai rencontré Gérard et Patrick sur le tournage. Ils étaient 2 voyous très coquins et ils ont dit « Ah, là voilà, on va en faire qu'une seule bouchée !» Et moi j'étais terrorisée. En fait, j'avais beaucoup aimé le livre de Bertrand Blier, Les Valseuses.
Ensuite, j'ai lu le scénario et tout le monde m'avait dit « tu vas pas jouer ça, c'est pas possible ». Moi, je voulais absolument jouer ce rôle parce que c'était le rôle d'une nunuche, d'une imbécile. Et en même temps, je voulais prendre sa défense parce qu'elle se faisait... Elle se faisait prendre d'assaut par deux voyous et je voulais prendre sa défense en interprétant le rôle. J'avais terriblement peur. J'avais peur de Gérard, qui était un peu tout feu, tout flamme, qu'on retrouvait le matin, vers 4 h du matin, on le cherchait. Il était dans les vignes, en train de dormir. On a tourné la scène et ça s'est très bien passé. Mais en fait, Bertrand Blier jouait beaucoup sur cette peur que je pouvais avoir des deux grands gars. Et je le soupçonne de leur avoir dit « La Fossé va arriver, il faut lui faire peur, comme ça elle sera meilleure dans la scène. » Il avait commencé par travailler le rôle de Gérard. Et en fait, comme Gérard avait déjà la carrure, etc., ils avaient le même gabarit tous les deux à l'époque. En fait, Gérard a eu le rôle, et Patrick a eu le rôle du petit maigre. Il avait dit, mais c'est pas grave, hein, moi je peux faire le petit maigre aussi, je peux me ratatiner. Et ça passe dans le film, ça passe très bien. Il avait tout à fait conscience que c'était important pour lui. Il me disait, Gérard, ça y est, il est presque parti, mais pour moi c'est une chance formidable, parce que je n'ai fait que des petits films, et je n'ai fait que des pièces de théâtre, et je crois beaucoup à ce film, ça va me lancer, ça va être formidable. Les Valseuses rassemblent plus de 5 millions de spectateurs. C'est plus qu'un film, c'est le mai 68 du cinéma. Malgré son succès, Patrick Devers tourne dans des films à petit budget, mais emplis de poésie, comme Lily aime-moi ou F comme Fairbanks de Maurice Dugofson. Il était assez doué pour improviser parce que Lily aime-moi, je ne devrais pas le dire, mais un jour j'ai demandé à l'ingénieur du son, à Jean-Pierre Rue, je lui ai dit alors, quand on avait fini le film, il est comment le film? Il dit il était génial, mais vous ne l'avez pas tourné. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous ne l'avez pas tourné. Moi je l'ai vu, mais on avait fait un système comme quoi Dugofson nous demandait d'improviser, de jouer la scène. Et quand on avait mis en place tout ça, ils prenaient une demi-heure et ils éclairaient. En fonction de là où on était allé, etc. Et à ce moment-là, on refaisait. Et c'était une copie. C'était une copie. Alors que le film, on l'avait joué avant. Il aurait fallu le saisir tout de suite, quoi. Il joue alors dans un film de Sota, film Babacool, film de potes, film libre, au long de Rivière Fango. De toute façon, Rivière Fango, c'est un film très particulier où personne n'avait l'impression de faire du cinéma. Hein. C'est pas... le film a été produit avec l'avance sur recette par Miracle. Et après, on l'a distribué, on l'a sorti tout seul. On n'a jamais eu de distributeur, on n'a jamais rien eu. Ah, dans ce film, il fait encore un personnage. C'est celui qui est amoureux d'une des minettes qui sont là. Il en est amoureux, mais il est gauche. Il est maladroit. Chaque fois qu'il parle, il gaffe. En plus, il est jaloux dans un endroit où la jalousie n'a pas de sens. En plus, il est jaloux d'une qui couche avec tout le monde et de la petite qui veut... Enfin bon, il y a un sac de nœuds. Oh là là. Ma blouse. Ah, t'es trop con, hein, t'es trop con. Ouais, bah c'est pas un boulot d'homme, c'est tout. Quand j'ai fait Rivière Fango, il a fallu que j'aime un style de cinéma. Et c'était le style des années 70, qui fait que maintenant, les mecs qui ont restauré le film ont dit « Ah, cette image, c'est pas croyable, comment on faisait ci, on faisait ça ». C'était filtré, c'était particulier, quoi. C'est juste un état d'esprit commun qu'on avait à l'époque et qui se voit beaucoup dans le film. En couple avec Miu Miu, c'est un moment heureux de sa vie. Et il a bientôt un premier enfant, Angèle.
Écrit par Francis Weber, Adieu poulet de Pierre Granier de Fer fait 2 millions d'entrées. Un autre cinéaste va alors s'intéresser à lui, Claude Miller, avec La meilleure façon de marcher. En fait, j'avais piqué des essais que j'avais fait pour Robert Enrico, un film que j'avais fait. Et dans le casting, il y avait bizarrement Devers, je me suis Huster, enfin toute la bande à l'époque. Et comme je voyais Claude chez moi, j'avais un projecteur 16 mm et je lui ai projeté ces essais. Ça fait-il, bref. C'est la petite histoire comme ça. Ouais, on a toujours des idées. On a des idées de voyage, de se tirer. On est là, faut bien le faire. Enfin, faut bien aller jusqu'au bout. Si je crois, il n'y a pas à croire dans la vie d'ailleurs. Et si les poulets te chopent, tu essaieras de te sortir de là Non, j'en ai ma claque. Je laisserai faire, s'ils viennent sans dénonce, tu te laisses faire. J'ai l'impression, j'ai déjà tiré sur un mec, c'est pas la peine que je me mette à tirer sur un flic. Remarque, ce serait plus juste. Claude a tourné le film dans la continuité à peu près. Donc j'avais à la fin la possibilité de rétablir la situation un peu, quoi, de rétablir un peu voilà, de me venger. Oui, on s'est retrouvés là à Clermont-Ferrand, enfin à Riom, là, je me souviens, dans cette espèce d'endroit où on a tout tourné pratiquement dans le coin, quoi. Et en 5 semaines, ce qui est rapide, hein, quand on était donc à l'hôtel, il est dans sa chambre, il travaillait sur son personnage, quoi. Je me revois cherchant un geste qu'il reproduisait le lendemain pendant la scène, donc il travaillait. Mais Patrick, il avait besoin de ça. Il rebondissait après sur les films et qu'il était assez malheureux, comme beaucoup, quand il s'arrêtait de tourner, quoi. Les périodes de non-tournage ne lui réussissaient pas vraiment. Miu Miu le quitte pour Julien Clerc. C'est à cette époque qu'il plonge dans la drogue. Patrick Bouchité nous ouvre son album de souvenirs de cette époque révolue. Et on partait là en goguette avec sa voiture, période insouciante. Les années 70. Bon, il y avait aussi, on sortait, j'allais dire, on se partageait un peu les filles, voilà, c'était assez... on buvait des coups, on écoutait de la musique, parce que il aimait bien la musique, lui. Il se mettait souvent au piano, il pianotait, là. Mais il était assez touché, enfin meurtri par sa séparation avec Miu Miu, je pense. C'était cette époque-là. Il n'a jamais pu vraiment reconstruire quelque chose de solide. On voulait vivre autrement, alors on poussait les limites et... Mais il y avait une espèce de connivence comme ça, parce que... Un jour, il me dit, bon, je te ramène... Ouais, d'accord. Et sa voiture était garée, il m'ouvre la porte, je rentre dans sa voiture, donc j'étais derrière, puis on roule, il se met devant, il roule, puis je réalise que c'est une Rolls-Royce. J'étais sur le cul, il avait une Rolls-Royce. Je dis rien, puis lui, il me guettait dans le rétroviseur. Puis à un moment donné, il éclate de rire de voir ma tête. Voilà. C'était ça. Il n'y avait pas d'explication à donner. Il était mort de rire de voir la tête que je faisais parce que j'étais tout d'un coup dans une Rolls-Royce, la sienne. Et que, je sais pas, je ne l'avais pas vu depuis 2 ans ou je sais pas quoi. Patrick Devers poursuit une carrière où il n'hésite pas à prendre des risques. Le juge Fayard d'Yves Boisset est son premier succès avec lui seul en haut de l'affiche. Shérif, R137, 13F, 5e, cap de fin. Disons qu'avec 20 ans de moins ou 30 ans de moins, le juge Fayard, incarné par Patrick Devers, est un peu une projection dans une autre génération de l'esprit d'indépendance, de l'originalité, de l'anticonformisme qui était celui du juge Renaud. Il enchaîne avec un nouveau film de Bertrand Blier, Préparez vos mouchoirs. Des années après Les Valseuses, de quoi mesurer son évolution en tant qu'acteur. Je sais qu'il avait mis son métier très très haut. Je sais que sa vocation, c'était quelque chose de désespérément important. Et il trouvait qu'il allait jamais assez loin. Pendant les tournages, il était le personnage, même en dehors. C'est-à-dire qu'il était complètement imprégné, complètement intégré du rôle. Il était brûlé par les rôles, c'est-à-dire que
Il était tellement époustouflant qu'on n'avait pas tellement l'impression qu'il faisait la distinction entre lui et le rôle. À mon avis, il se donnait trop et ça le détruisait. Il est arrivé au cinéma, la réflexion qu'il entendait toujours, c'est bon, t'es pas au café de la gare, quoi. Alors petit à petit, il s'est mis à dépouiller son jeu, à s'ennuyer au cinéma. Le clown disparaissait au cinéma. Ouais. Alors Patrick Devers, sans le clown. Les gens, par exemple, s'obstinaient à lui proposer les mêmes rôles qu'à Depardieu. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même acteur. C'est pas la même façon d'appréhender un rôle, enfin, c'est... Alors Patrick ne transformait pas son visage, mais il était capable de changer complètement d'attitude. Et il avait cette espèce de truc dans le cou quand il faisait le con, voilà. On savait qu'il faisait le con parce qu'il avait la tête un peu penchée en avant comme ça et... À quel endroit l'œil se dirige au moment où il parle, ça c'est d'une précision chez lui. Comme s'il avait répété. Il donne l'impression, pour un texte qui lui est donné à l'instant, d'avoir répété pendant 3 mois avant d'arriver à ça, quoi. C'est incroyable. Je sortais, moi, d'un échec considérable qui était La Victoire en chantant, mon premier film. Et puis, j'ai envie de dire par hasard, j'ai eu l'Oscar. J'ai dans mon pieu à Paris, hein, je ne me suis pas excité, j'ai eu cet Oscar. D'abord, tout de suite, Gaumont a fait un procès aux Oscars parce qu'en disant que c'était leur film qui devait gagner et pas le nôtre. Ils ont perdu pendant 2 ans après, mais enfin, moi, j'ai cru que j'étais un Oscarisé temporaire. Et puis, finalement, non. Voilà un film qui est tombé dans l'oubli, et poum, c'est ressorti. Patrick était très naturel dans ce film. Ce personnage lui correspondait bien. Cette espèce de révolté, désinvolte, avec toujours un sourire en coin, mais un sourire triste. C'est ça qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Et je m'étais battu. Évidemment, mon producteur voulait, qui était Alain Poiret, avec lequel je me suis admirablement entendu, mais... malheureusement, à l'époque, Patrick avait une très mauvaise réputation. Il s'était révolté contre je ne sais qui. Moi, je fais pas... Il m'avait plu magnifiquement. C'est un acteur que je trouvais formidable. Et ce que je trouvais formidable pour le rôle, c'est qu'il était... J'écoute beaucoup de musique classique et il était, si vous voulez, en gamme mineure. À la différence de Depardieu, qui à l'époque tout le monde voulait Gérard, qui est un fantastique acteur, mais lui il est en gamme majeure, il est solaire. Moi je voulais quelqu'un du crépuscule ou de la nuit, quelqu'un du charme de la pleine lune. Et donc j'ai été obligé de convaincre Alain Poiret. Et un dîner mémorable, d'ailleurs il n'y a pas de raison de cacher ces choses-là, où j'ai dit à Patrick, je lui ai dit Patrick, je ne pourrais pas tourner avec toi, c'est au-delà de mon producteur, tu n'es plus assurable. Vous imaginez sans doute pourquoi, et il m'a dit j'arrête. Il m'a planté les yeux dans les miens, et je l'ai cru, et il l'a fait. Dès que je disais couper, il me disait « alors ?» et avec un regard complètement d'enfant. Alors, il savait, vu le délai de ma réponse, que j'avais un commentaire à faire. Il se jetait sur moi. Il me prenait par le col, et je dois dire qu'il avait des biceps de taille de mes cuisses. Hein. Il faisait de la boxe. Et je me suis toujours dit qu'un jour, il allait me défoncer la gueule. Et ça ne s'est jamais fait. Il peut passer d'ailleurs immédiatement du rire à la tristesse. De toute façon, parce que c'était ça qu'il avait dans son cœur et c'est ça qui le rendait tout à fait émouvant, invraisemblablement émouvant. Ce que Patrick a fait, c'est que il est devenu le personnage. Et toi, je vous jure que les acteurs, ils étaient terrorisés. Ils pensaient qu'ils allaient se prendre une baffe et se faire décrocher la mâchoire. C'était pas loin. Hein. Je me souviens, il y a une bague, il l'a jetée, puis si elle s'était fracassée sur le visage d'un acteur, où il y avait un œil crevé. C'est une scène comme ça, je l'ai fait que 2 fois. Hein. Vous viendrez vous voir demain. Et je vous foutrai des tartes dans la gueule jusqu'à ce que j'en ai mal aux mains. Et si vous essayez de vous défendre, hein, je dirai au ville que vous m'avez frappé, que je peux pas jouer samedi, à cause de vous.
Et toi, ta chevalière? Ta chevalière s'appelle chevalière par Simone, la foutra aux chiottes! Bam! Et voilà, c'est fini. La scène, il l'a fait vivre tellement parce que tout ça a été répété, si vous voulez. Mais c'est ça la force des grands acteurs. C'est que ils sont dans un cadre qu'ils vont faire vivre parce que d'un seul coup, ils s'identifient. Et que les gens autour de la table, ce qu'il a totalement réussi, c'est de terroriser tout le monde autour de la table. Parce que tout le monde, y compris moi, je me disais jusqu'où il va aller. Bien entendu qu'on l'a laissé faire, mais je vous jure que quand il passait derrière, tout le monde se préparait à au moins une baffe. Coup de tête est peut-être son meilleur film. De la notoriété à la garde à vue, il se refait dans la vie le trajet du héros du film de Jean-Jacques Hano en frappant un journaliste qui abuse de sa confiance. Patrick, il était très gentil avec les journalistes. Il était même trop gentil, puisque l'histoire qui lui est arrivée, c'est parce qu'il a été trop gentil en faisant confiance à un mec, en lui demandant de ne pas le répéter, parce qu'ils étaient comme ça dans le train, etc. Et que le mec s'est empressé de le répéter, pas en petit, hein, comme ça. Patrick, pour moi, c'est quelqu'un d'entier. Ouais. Je crois que Patrick ne mesurait pas qu'il fallait nuancer ce qu'il disait. Il était comme un chien fou. Il faisait confiance, il y allait, quoi. Pas de regret? De regret de ce que j'ai fait? Non, alors aucun. Aucun, fallait le faire, c'est tout. La France entière lui a tourné le dos subitement. Enfin, c'est comme ça qu'il a vécu, lui. Mis au placard par les journalistes, il poursuit son métier sans eux. Avec Série noire d'Alain Corneau et son budget de 300 000 €, sans beaucoup de prises et en 6 semaines sans confort, il tient l'une de ses plus belles partitions. On avait une liberté folle. Alors on n'était pas coincé par une mise en scène, on changeait de pièce si on avait envie, ils nous suivaient, c'était extraordinaire. Et du coup, il n'y avait pas d'argent. Hein. Il n'y avait pas d'argent sur ce film. Ça a créé une intimité entre moi et Patrick, étonnante, parce qu'on était tous les deux dans la même loge, la petite pièce. Il n'y avait pas d'habilleuse, il n'y avait pas de maquilleuse, il n'y avait pas... Donc ça donnait une proximité et un échange qui était formidable. Et j'ai vécu ce film avec vraiment une proximité avec Patrick, et on se racontait tout, on se racontait nos vies, on se racontait tout, le métier, tout y passait. Et peut-être que c'est la seule fois que j'ai vécu quelque chose d'aussi intime avec un partenaire. Sur le tournage de Série noire, ils ont arrêté la première scène du film au bout de 3 prises parce qu'il défonçait vraiment le capot avec sa tête. Et voilà, Patrick, c'est ça. C'était quelqu'un qui allait au bout des choses, que ce soit drôle ou triste, de toute façon, il allait au bout. Il faut être un peu maso quand même pour se faire mal, pour se taper comme ça, pour se faire du bobo. Faut le porter en soi, hein, pour pas tricher. Qu'est-ce que t'en as branlé d'un connard comme moi? Connard! Pauvre connard! Pauvre connard! Il nous racontait l'histoire c'était l'aile avant gauche, je crois, où il fait sa scène et tout ça, et bang bang, et une fois qu'il a fait la prise, il a regardé l'aile de la voiture qui était complètement enfoncée, qu'il avait enfoncée, il n'en revenait pas. Il y avait 2 caméras, alors donc quand il m'étranglait, je dégringolais par terre, mais c'est marrant parce que justement, c'était un tellement bon acteur que j'avais pas peur. Je savais qu'en même temps, il contrôlait. C'est ça qui est formidable, c'est donner l'illusion et de contrôler. J'ai jamais... Et on était vraiment... Mais c'était... On jouait la même scène. En plus, la scène, je me souviens, je dis... tue-moi pas, je suis enceinte. Je dis ça. Et quand on avait fait cette fameuse lecture avec Alain Corneau, et qu'on était tombé sur cette phrase, Alain et puis Pérec avaient dit peut-être que c'est un peu gros, tu pas, je suis enceinte, ça fait un peu, peut-être, c'est un peu... Et j'ai dit non, peut-être, non, on va garder, on verra. Et en fait, quand c'est joué comme ça, il n'y a aucun souci, c'est ni énorme, ni... c'est tout à fait, ça passe comme quelque chose d'absolument normal dans la scène. On me tue pas. Je suis enceinte. Les
crie pas, Jeanne, ne crie pas, mais tu vas pas crier quand même. On a dit Patrick Devers, des critiques ont dit que c'était sans doute votre meilleur rôle. Est-ce que c'est votre impression? Oui, je le pense, oui. C'est mon meilleur rôle parce que pour moi, c'est le rôle où j'ai pu... c'est-à-dire que dans un film, il y a toujours 4 scènes, 5 scènes importantes, et puis le reste, bon, c'est pour étayer toutes ces scènes, pour les maintenir entre elles. Là, chaque jour et chaque scène était un tournant du film. Un mauvais fils, je pense que Sauté a voulu le faire parce qu'il a vu et il a adoré le film de Corneau. Un film, par exemple, Un mauvais fils, pour moi, qui aurait pu être d'un ennui et d'une banalité un peu désarmante. Mais il a sauvé avec sa tendresse. Parce qu'en fait, Patrick était un des types les plus tendres que j'ai rencontrés dans ma vie. Claude Sauté avait un sens du rythme absolument incroyable et qu'il était d'une intensité phénoménale. Il s'intéressait à Patrick Devers en tant qu'être. Et que ce qui caractérise la direction d'acteur de Claude Sauté, c'est sa perception de l'être. Et ensuite, il parle à l'acteur. Mais quand il parle à l'acteur, il parle à l'individu. J'ai rarement rencontré un homme, un metteur en scène, qui avait une telle perspicacité psychologique et intuitive, à part René Clément, sur les êtres. Il avait une façon de pénétrer dans l'âme, de pénétrer l'âme de ses interprètes qui est absolument hors du commun. À partir du moment où je fais du cinéma avec Claude Sautet, je regarde pourquoi il veut faire son film, je l'approuve ou je l'approuve pas. Si je l'approuve, j'essaie de comprendre son discours et de l'aider le plus possible dans ce qu'il veut raconter. C'est intéressant de savoir ce que vous avez compris dans son discours. Dans son discours, j'ai compris que c'est un optimiste. Il ne veut pas absolument sombrer dans le désespoir qui règne actuellement. Il le comprend, il le filme et il dit qu'il y a des moyens de s'en sortir. Et il le montre dans son film et je suis assez d'accord avec lui. À la fin du film, son père est allongé. Il est un peu fatigué. Et il s'était un peu battu pendant le film, pendant quelques scènes avant. Et il y a une merveilleuse scène. On est sur Yves Robert. Et il vient, il s'assoit sur une chaise, il regarde son père, qui s'est endormi. Et le regard de Devers est bouleversant. Il n'a pas eu un César, il n'a rien eu à Cannes, hein, on est d'accord? Après les Césars, on était au Fouquet's, au bar. Il y avait Patrick, il y avait Gérard Depardieu, et puis je suis venu voir Patrick. Moi, je pense que ça devait être après la guerre du Feu, donc j'avais eu plusieurs Césars. Et Patrick m'a étreint avec beaucoup de sincérité et s'est mis à sangloter sur mon épaule. Et où il me disait, en sanglotant, qu'il était heureux pour moi, je le pensais sincère, et que lui qui avait raté encore une fois le César, c'était bien normal parce que qu'il était qu'un con. Et évidemment, Gérard qui était à côté, il disait « évidemment que t'es qu'un con, je n'arrête pas de te le dire, etc. » Tout le monde parlait du film sur la Croisette, il n'y a rien eu. Et en rigolant, il disait si j'ai pas une récompense, je me suicide. Il avait dit ça, mais c'était une blague. Il avait dit ça en blaguant. Évidemment, ça fait un drôle d'effet après, avec le recul, il avait dit ça. Et après, le soir des Césars, on était tous nommés, tous. Pour l'image, pour Alain Corneau, la mise en scène, nous pour les seconds rôles, lui le premier rôle. Et évidemment, lui, surtout, attendait quelque chose. Et ils avaient retenu les bains-douches.
il n'y a eu rien du tout, zéro. Et on s'est retrouvés au bain de douche entre nous. Il n'y avait personne, et c'était là, j'ai bien vu qu'il en avait pris plein la gueule. Il s'en est pas tiré avec les impôts. À un moment donné, il fallait qu'il fasse 5 films gratuitement pour rembourser les impôts. C'était une sacrée ardoise qu'il avait. Hein. Il ne maîtrisait pas sa vie financière, sa vie privée, il ne maîtrisait pas du tout. Il fuyait les gens qui auraient pu l'aider. Il y avait des gens autour de lui qui n'étaient pas des bons conseils, c'est sûr. Suivent Plein Sud de Luc Béraud, Psy de Philippe de Broca, Hôtel des Amériques d'André Téchiné, avec à chaque film l'impression d'une fuite en avant. Il était très malheureux sur Beau-Père parce qu'il n'a pas pu jouer en direct tous les morceaux de piano qu'il était censé jouer. Il a été doublé et ça l'a rendu malheureux parce qu'il pouvait jouer les morceaux, il savait parfaitement jouer du piano. Probablement à cause du fait que c'était pas lui qui jouait, mais il faisait semblant de jouer, mais c'était Maurice Vander qu'on entendait, si tu veux. Il a transcendé le texte de Blier, de Bertrand Blier. Et il en a fait un poème extraordinaire. Je m'étais fixé jusqu'à 30 ans pour réussir quelque chose dans la vie. Et j'avais 29 ans et demi. Il me restait plus que 6 mois. En attendant, on me filait 150 balles par soirée, plus la bouffe et la boisson à volonté. J'étais content. Le seul problème, c'était que je venais juste de me faire engager et les salauds, ils n'avaient pas voulu entendre parler de la moindre avance. Même minime. De tous les acteurs, j'ai travaillé avec quand même des grands comédiens, je n'ai jamais eu un comédien qui soit investi autant. Et vous avez 2 techniques de jeu d'acteur. Je dirais qu'il y a la technique commedia dell'arte. On sent les acteurs qui ils jouent et on partage leur plaisir. Ils s'investissent, mais c'est ce que j'appelle le jeu latin. Et vous avez, ce qui était le cas de Patrick, la technique qui remonte à Stanislavski, l'acteur studio, où vraiment ils s'identifient tellement au personnage qu'ils vivent pendant le tournage ou pendant la pièce qu'ils vont interpréter. Ils ne peuvent pas quitter ce personnage. Et cet investissement est à la fois une joie et une douleur. Et en quelque sorte, ils perdent leur personnalité. Ils vous poussaient à améliorer les scènes. C'était pas du tout une compétition, c'était une complicité qui faisait qu'on allait chercher ce qu'il y avait de plus profond dans la scène. Et je crois que je n'ai jamais eu ça. Je n'ai jamais eu ça. Et je n'oublierai jamais, c'était le dernier jour de tournage avec Patrick. Il était parfaitement coiffé. Et quand j'ai dit couper, tout d'un coup, il a passé la main dans ses cheveux et il s'est décoiffé. Et ça, c'est-à-dire que pendant le temps du tournage, il a été le personnage. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. On ne mesure pas à quel point la perte d'identité, parce qu'une perte d'identité peut affecter quelqu'un. Il était insatisfait de tout. C'est-à-dire de lui-même, de son physique. Il se trouvait trop beau, trop lisse, il voulait être moche. Il tournait tout en dérision. Je me souviens, il faisait ça souvent. Déstabilisé et vraiment atteint, c'est que Miu Miu et Elsa, ces 2 femmes avec qui elle a eu des enfants, l'ont empêché de voir ses enfants. Il n'a même pas pu faire l'expérience, quoi. Bon, il n'a pas eu le droit. Donc je pense que ça c'est un vrai trauma. Et pour le coup, oui, là on peut parler de désespoir. C'est un enfant qui est reconnu par quelqu'un d'autre, et puis un deuxième enfant qui lui est retiré. C'est insupportable. Et que Miu Miu lui a enlevé, parce que Miu Miu,
ça se discute. Comme il était, ces histoires de drogue, elle n'avait pas confiance en lui. Et quand il venait nous voir, elle dit Miu Miu, elle ne veut pas me confier sa fille, enfin ma fille. Il m'a dit si j'avais pas Lola, je me serais suicidé depuis longtemps. Mais il s'est suicidé quand même, tu vois, parce que ça n'a pas suffi. Parce que Lola, elle n'était pas tellement plus jeune que son autre fille, et donc il ne savait pas encore ce qu'elle deviendrait. S'il avait vu ce qu'elle deviendrait, peut-être qu'il se serait dit c'est plus la peine que je m'embête avec les grands, je vais me consacrer aux petits. Mais ça, on peut pas le savoir. Enfin, un jour, après le spectacle, on part en voiture pour aller bouffer sur la rive gauche. Donc, on prend un des ponts, parce qu'il y a la Seine, forcément. Et au milieu du pont, arrivé au bout du pont, il y a un feu, on s'arrête. Je m'arrête, puisque je conduisais. Il arrive comme ça, avec sa Mercedes. Il se gare à côté, il baisse sa vitre. Et il fait... Il y avait sa femme, Elsa, qui dormait, son bébé derrière. Et il fait voilà ma vie. Et il repart. Il y avait 4 trucs qui expliquaient son geste. C'était qu'il avait coutume de dire quand on fait une blague, il faut aller jusqu'au bout. Et il me l'avait. Il faut aller jusqu'au bout parce qu'on s'arrête trop tôt sinon. Et un soir, il sortait de chez Ali. Tout le monde lui a fait des compliments sur le costume qu'il avait. Un beau costume, alors magnifique. Et alors, en descendant le trottoir, il y avait plein de flottes par terre. Il y avait eu une pluie d'enfer. Et il s'écrase par terre dans la flotte, quoi. Dans la flotte Gadou. Hein. Et j'avais vu son pied, j'avais très bien vu qu'il avait fait exprès de tomber, quoi. Parce qu'il savait il vivait déjà ce qu'il allait suivre, quoi. Il était très vif. Il partait au quart de tour, tellement au quart de tour qu'à un moment donné, il a dû se dire « je tire pas, je tire pas ». Boum, et il a tiré. Pour moi, c'est un accident. Un accident de farfelu, quoi. Je l'ai vu évoluer vers l'impatience, la tristesse, l'impression qu'il ne faisait pas ce qu'il voulait. Les derniers films qu'il a faits, à chaque fois qu'il les voyait, ou même pendant qu'il tournait, il était déçu. Il se faisait une joie, on peut le dire maintenant, puisque Verneuil est mort, mais je sais qu'il se faisait une joie de faire un Verneuil. Pour lui, c'était... il rentrait dans la cour des grands, etc. Il a été déçu du début jusqu'à la fin. Plusieurs fois, il a joué le rôle d'un mec qui suicide. Et le dernier film qu'il avait tourné, en fait, c'est le film de Gessua, dans lequel il fait des tentatives pour se suicider, puis il n'y arrive pas, je crois. Et je me dis, c'est quand même bizarre qu'il répète ça. Il répète ces expériences-là plusieurs fois, comme s'il avait répété son propre destin. Et là, je m'interroge vraiment sur ce que font les acteurs à l'écran. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils font des répétitions de leur vie, ils font la prophétie de leur vie, parce que c'est peut-être... à force de jouer ces scénarios, on finit par vivre ces scénarios, ou bien l'inverse. On n'arrête pas de jouer ces scénarios parce que c'est intimement les vrais, profonds scénarios. Je me suis permis de parler de ce gaillard, quoi, des gens révoltés, des gens borderline et ainsi de suite. Et je leur ai dit, bah tiens, va voir Coup de tête, va voir Série Noire, va voir ces films-là, quoi. Et le lendemain, il revenait, il me dit, mais qui c'est ce mec-là? Où est-ce qu'il est? Ce mec qui nous a foutu le bordel, là? C'est qui se révolter? C'est qui se rebelle? C'est ça qui les touche. C'est cette propension à vivre. Et je me souviens, pendant qu'ils tournaient tous au Paradis pour tous, qui tournait à côté, là, nous on répétait une pièce et il venait, puis de temps en temps, on ne savait même pas qu'il était rentré. En répétant, on le voyait dans les rangs, tout maquillé, comme ça. Entre deux plans, il venait nous voir répéter. Et je me souviens qu'on avait une scène où on faisait des échasses, tu vois, et il n'a pas pu résister. Il est venu, il a voulu essayer les échasses, mais c'était récré, tu vois.
Et de temps en temps, moi, j'étais réveillé à 4-5 heures du matin par le piano. Et il venait jouer du piano dans l'entrée pour se détendre au milieu de la nuit, tu vois. Tu sentais, enfin, si j'avais fait attention, mais on ne fait pas toujours attention, si j'avais fait vraiment attention, j'aurais compris qu'il fallait s'occuper plus de lui, quoi. Qu'est-ce qu'il penserait s'il était toujours là? D'abord, s'il était toujours là, on serait en train de boire un coup au palace, on serait en train de faire la fête au palace, on serait en train de jouir de ce monde, de faire qu'il soit beau, qu'il soit sincère, qu'il soit vivant. Je crois que s'il était encore là, ce serait un bon vivant. Ce serait certainement pas comme on a voulu le montrer un jour dans un canard qui pensait à tous les gens morts. Ce serait certainement pas un mec qui aurait continué à faire des compromissions. J'espère qu'il est là, à faire la fête, parce que le monde est une fête, et c'était une fête pour lui, et c'est ça qui l'éclatait le plus quand il était au café de la gare, c'était de faire la fête. C'était ça qui l'éclatait ici quand on était ensemble, c'était de faire la fête. Patrick Devers laisse la trace d'un homme inadapté à un système qui n'a pas pris la mesure de son authenticité, de sa force. Ce n'est pas une victime, c'est un être à part qui nous échappe et qui a bien eu raison de choisir la liberté, quelle qu'elle soit.